Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la 9e édition du festival L'Histoire à venir du 14 au 17 mai 2026 autour de la thématique Feu. La séance s'ouvrait avec une lecture proposée par un ou une libraire d'Ombre Blanche en lien avec la thématique de la table ronde. Bonne écoute. Je vais lire un extrait, enfin un article choisi par Samuel, qui est vous le connaissez sans doute, le libraire du rayon Histoire à la librairie. Et ça me donne l'occasion de saluer son travail. Bon, je salue le travail des libraires en général, mais son travail sur le festival avec de belles tables thématiques qui vont des feux de l'amour aux incendies, en passant par le feu follet, les feux d'artifice. Enfin voilà, il y a une sélection, un beau travail bibliographique dans l'entrée de la salle de débat, et puis qui toute l'année anime, met en valeur, sélectionne, organise les livres d'histoire à la librairie. Et puis je vais vous lire cet article donc, du Dictionnaire infernal. Le sous-titre du Dictionnaire infernal, c'est « Répertoire universel des êtres, des personnages, des livres, des faits et des choses qui tiennent aux esprits, aux démons, aux sorciers, au commerce de l'enfer, aux divinations, aux maléfices, à la cabale et aux autres sciences occultes, aux prodiges, aux impostures, aux superstitions diverses et aux pronostics, aux faits actuels du spiritisme et généralement toutes les fausses croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles. » C'est un texte qui date de 1863 et qui a été publié chez Jérôme Millon en 2013. Voilà l'article. Il s'agit d'Emma, fille de Richard II, duc de Normandie. Cette princesse épousa Éthelred, roi d'Angleterre, et en eut 2 fils, dont l'un régna après la mort de son père, c'est Saint-Édouard. Ce prince écoutait avec déférence les pieux avis de sa mère, mais un ambitieux, que l'histoire peint sous d'assez laides couleurs, Godwin, comte de Kent, qui était son ministre, et qui voyait avec peine son autorité partagée avec Emma, chercha à perdre cette princesse. Il l'accusa de différents crimes et il eut l'adresse de faire appuyer son accusation par plusieurs seigneurs mécontents comme lui du pouvoir d'Emma. Le roi dépouilla sa mère de toutes ses richesses. La princesse eut recours à Alwyn, évêque de Winchester, son parent. Le comte de Kent, voulant écarter un protecteur aussi puissant et ne reculant pas devant les moyens les plus infâmes, accusa la princesse d'un commerce coupable avec ce prélat. Cette odieuse accusation, appuyée impudemment par les ennemis de la princesse et du Saint-Évêque, fit impression sur l'esprit d'Édouard. Il eut la faiblesse de mettre sa mère en jugement. Elle fut condamnée à se purger par le feu. La coutume de ce temps-là, en Angleterre, voulait que l'accusé passât nu-pied sur 9 coutres de charrue rougies au feu. Et la condamnation portait qu'Emma ferait sur ces coutres 9 pas pour elle-même et 5 pour l'évêque de Winchester. Elle employa en prière la nuit qui précéda cette périlleuse épreuve. Puis, raffermie, elle marcha sur les 9 coutres, au milieu de 2 évêques, habillés comme une simple bourgeoise et les jambes nues jusqu'aux genoux. Le feu ne lui fit aucun mal, de sorte que son innocence fut reconnue. Merci pour votre attention. Et bonne rencontre. Mais on a plein de questions après un texte comme ça. Que s'est-il passé ? Je crois qu'il va falloir lire le dictionnaire entier, Anaïs. C'était l'objectif d'ailleurs, je pense. Merci. Donc, on va se tourner vers nos invités. Donc, Anaïs, je te laisse présenter Elsa, mais juste un mot. Donc, Anaïs Guin, vous la connaissez sans doute déjà parce qu'elle est venue de nombreuses fois au festival et puis par ailleurs, parce que c'est une journaliste qui a travaillé à France Culture et qui est maintenant à la radio-télévision suisse, toujours pour une très belle émission d'histoire. Histoire vivante. Voilà, histoire vivante. Il y a des Lausannois dans la salle. Ah, je suis très émue. Alors, je vous souhaite une très très belle rencontre sous les verrous et en compagnie d'Elsa Génard et d'Anaïs Guin. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être là encore une fois. C'est toujours très plaisant de voir ces salles très pleines.
Hier, on a eu des petits soucis parce qu'il y avait des gens jusque dans la rue. Mais là, aujourd'hui, on est plus confortablement installés. Donc, on se retrouve ce matin pour parler de ce livre avec son autrice, Elsa Génard. Je vais faire tomber mon papier, ça y est. Voilà. Sous les verrous, une histoire sociale de la prison. Et là, il est question du premier XXe siècle français. Et Elsa Génard a été élue très récemment maîtresse de conférence à l'université de Villetaneuse. Donc, on ne dit pas comme ça, en fait. On dit Paris, Sorbonne, un truc très marketing. Dites-nous. Sorbonne, Paris Nord. Voilà. Mais ce qui importe, c'est d'avoir un beau poste et d'avoir des étudiants, surtout. Voilà. Et d'avoir des moyens pour faire ses recherches. Et donc, cet ouvrage, Sous les verrous, j'imagine que vous partagez un petit peu ce constat. La prison est très bavarde. Elle est bavarde en documents administratifs, puisqu'on enregistre tout. Donc, trouver des archives qui parlent de la prison, c'est pas vraiment un problème. Et puis, elle est très bavarde aussi en chiffres. On a beaucoup de chiffres. On a notamment beaucoup de chiffres. Je crois que la semaine dernière, on a eu les derniers chiffres de la surpopulation carcérale, notamment. Et Elsa Génard, elle, a décidé de regarder, d'observer cette prison, mais sous un angle neuf. Et vous allez voir que malgré ce foisonnement de sources, eh ben, elle en a construit d'autres. Voilà. Elle a essayé de construire d'autres chiffres pour regarder autrement cette prison et peut-être différemment que l'angle criminologique avec lequel on la regarde habituellement. Et peut-être pour commencer, on va définir une chose qui vous paraît peut-être évidente, mais ce qu'est la prison. Parce qu'en fonction du territoire où elle se trouve et de la taille qu'elle a, et puis de celles et ceux qu'on y envoie, c'est pas tout à fait la même chose. Et cette territorialité de la prison, il faut la prendre en compte, Elsa Génard. Oui, alors d'abord bonjour à toutes et à tous, et à mon tour de dire ma joie et mon plaisir d'être à Toulouse. On m'a dit, oh là là, Toulouse, tu vas voir, c'est génial. C'est le meilleur festival d'histoire. Ça fait 3 mois qu'on me dit ce festival est génial, donc j'y suis enfin, donc je suis très très heureuse de vous rencontrer. Et alors merci aux organisateurs et organisatrices, et merci à Anaïs pour la rencontre. En effet, je m'attaque à un objet qui est vraiment très étudié depuis longtemps en histoire et qui sature de nouveau l'espace médiatique, à travers des chiffres notamment. On reviendra sur la place des chiffres. Mais c'est vrai que mon idée, en reprenant une histoire de la prison qui a, disons, vraiment pris son envol à partir des années 70-80 en France, puis qui s'est un petit peu perdu, ou en tout cas qui a pris d'autres voies vers d'autres objets de l'enfermement, je suis revenue à l'objet prison et au lieu prison en me disant que finalement, on a trop vite fait de parler de la prison et qu'on connaît assez mal en histoire ce qui se passe derrière les murs. Et c'est pour ça que cette enquête dans des prisons part vraiment de fonds d'établissement. Et peut-être pour vous donner une idée très concrète, j'ai enquêté en historienne, donc sur archives. On va revenir sur ces papiers de prison. Qu'est-ce que la prison laisse comme archives? C'est une question. Je suis partie en historienne à la recherche d'archives de prison, et c'était prendre en compte nécessairement des situations carcérales très très différentes. Donc j'ai un corpus dans ce livre de 4 prisons qui ne se ressemblent pas du tout, qui ont des histoires très différentes. J'étudie 2 maisons centrales, donc c'est des prisons de longue peine à l'époque, donc dans ce premier XXe siècle, dont on dira peut-être un mot aussi sur la spécificité chronologique. Donc des longues peines, j'ai une prison d'hommes et de femmes longue peine, et j'ai également inclus la prison de Fresnes, dont on entend encore aujourd'hui parler, qui au moment où je l'étudie est un peu la vitrine pénitentiaire de la France, parce que c'est le nouvel établissement, l'établissement cellulaire modèle, qui vient d'ouvrir ses portes en 1898, et qui est la plus grande prison de France à ce moment-là. Aujourd'hui, elle est battue par Fleury-Mérogis, mais pendant longtemps, ça a été le plus grand établissement. Et j'ai en plus une petite prison qui n'a rien à voir, qui est la prison de Laon, dans l'Aisne, donc un territoire du nord-est de la France, rural. Et il y a un pari dans ce livre qui est de se dire que pour essayer de comprendre des situations d'enfermement carcéral, il faut essayer de comparer
voir ce qu'il y a de commun et aussi toute la spécificité de chaque ancrage dans une prison et dans un territoire, parce que la population qui se trouve dans chacune de ces 4 prisons que j'ai étudiées, finalement, a certaines spécificités sociales, économiques, qui font que ce qui se passe en prison ensuite n'est pas exactement pareil. Et notamment la manière de négocier qui on est en prison, ce que l'on fait, sa place, ne sera pas pareil dans une toute petite prison comme à Laon, où les espaces sont collectifs, où les durées d'incarcération sont très courtes. On peut passer 6 jours, 10 jours, 15 jours, quelques mois. À l'inverse, une maison centrale avec des très longues peines, où parfois on continue vers le bagne et où on est dans des trajectoires de récidive très chargées, ou dans une prison comme Fresnes avec la cellule comme unité spatiale. Voilà. Donc il y a cette idée qu'il faut approcher une diversité et se donner les moyens méthodologiques. Du coup, ça, c'était un des gros enjeux de comparer. J'ai envie de vous raconter une petite anecdote, si vous me le permettez. J'ai fait un documentaire pour France Culture il y a une dizaine d'années dans l'ancienne prison de Lyon, à côté de la gare de Perrache, vous voyez. Et cette prison, aujourd'hui, n'est plus une prison. Elle a été découpée pour faire des logements sociaux, etc. Et donc, c'était la dernière fois qu'on pouvait visiter cette prison, qui était vraiment une prison... Alors, pas typique du 19e siècle, parce qu'en fait, des prisons typiques du 19e siècle, ça n'existe pas. Il y a des particularités pour chacun des bâtiments. Mais c'était ce genre de prison-là, si vous voulez, avec une surpopulation incroyable au 20e siècle. Et j'ai rencontré d'anciens prisonniers qui avaient passé parfois 30, 40 ans de leur vie dans cette prison. Alors, pas d'affilée, c'était des peines de 14 ans, puis ils étaient revenus, etc. Et j'ai rencontré Dédé. Dédé, c'était un perceur de coffres. Donc, Dédé, aujourd'hui, il ferait pas 14 ans de prison. C'est plutôt les gens qui trafiquent de la drogue qui font ce genre de peine-là. Et Dédé, donc, il avait passé, je crois, 28 ans en tout dans cette prison-là. Et c'était une prison dans laquelle ils étaient 6 ou 8 par cellule dans les moments les plus tendus. Donc, ils vivaient vraiment de manière très collective. Et cette prison, elle avait ça de particulier, qu'elle était collée, en fait, à la gare. Donc, les prisonniers, la plupart des prisonniers pouvaient voir depuis leurs fenêtres les quais de la gare. Et donc, après le parloir, les familles savaient ça et couraient pour être sur le bon quai et pour pouvoir continuer à saluer leur père, leur frère, leur amant, leur fils aussi parfois. Et puis, c'était aussi l'occasion pour ces prisonniers-là de montrer à leurs codétenus leur famille. Parce que les parloirs, c'est jamais connectif. On vient pas avec son codétenu pour visiter sa mère, sa grand-mère ou son épouse et ses enfants. Et c'était très compliqué, cette vie quotidienne dans cette prison, parce qu'il y avait beaucoup de promiscuité, beaucoup d'inondations, beaucoup d'incendies, voilà, tout ce que la promiscuité peut apporter de complications. Mais Dédé racontait ses années dans cette prison avec énormément d'émotions, parce qu'il avait des amis, en fait. Voilà, et puis qu'il y avait de l'interaction. Et là, Dédé sortait de sa dernière peine de prison, donc il devait avoir 74 ans quand je l'ai rencontré. Mais cette fois-ci, il avait été emprisonné à Corba, qui est une prison high-tech, juste à côté de Lyon, dans la région de Lyon. Et il me racontait à quel point c'était horrible. Et cette fois-ci, il m'a dit, je veux plus jamais y retourner, parce que donc il était seul dans une cellule, avec des murs très épais, avec du quadruple vitrage aux fenêtres. Et cette privation sensorielle, en fait, c'était la pire peine qu'il ait jamais subie. Voilà. C'est ça que je voulais vous raconter, parce que je crois que jusqu'à ce que Dédé me raconte ça, j'avais pas compris. Voilà. Pour moi, être enfermé, c'était horrible, et puis point à la ligne, et passons à autre chose. Mais ça changeait tout. Alors, peut-être pour incarner le corps vraiment du regard que vous avez choisi d'avoir sur cet objet, Elsa, j'ai envie qu'on commence assez vite, et puis on continuera à parler des archives en même temps, qu'on entre assez vite dans votre dispositif d'ouvrage, qui est d'analyser les scènes de la vie carcérale, en fait. Ces moments où l'interaction se voit et se documente. Et ça commence évidemment par la scène inaugurale, qui est la scène de mise sous écrou. Donc, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que c'est et nous dire ce qui s'y passe, et puis le type d'interaction que vous arrivez à saisir à cette occasion-là?
Oui, alors l'écrou, c'est peut-être ce qui m'a le plus intéressée quand je fais un bilan de ma recherche, et je ne cesse d'y revenir encore maintenant. L'écrou, c'est vraiment la procédure d'arrivée en prison, qui est une procédure juridique qui marque vraiment la transition entre la vie libre et l'enfermement. Il faut qu'il y ait un écrou fait dans les formes pour qu'il n'y ait pas une détention arbitraire. C'est d'abord un principe juridique qui encadre l'enfermement et qui suppose en fait la remise de la justice d'une personne qui vient de la procédure judiciaire à un établissement pénitentiaire. Donc c'est un moment de stress administratif. Il faut surtout pas faire d'erreurs, c'est ça ? C'est un moment de grand travail administratif. Et en effet, la question des erreurs et de comment on doit bien remplir le registre d'écrou, c'est un enjeu du travail administratif très très important. Et les agents pénitentiaires, il faut imaginer vraiment que c'est des agents dont c'est le travail de noter, d'enregistrer dans des grands, à l'époque, donc on est qu'en papier, bien sûr, dans des très grands formats, dans des grands cahiers comme ça, avec des lignes par individu. Donc, il y a 3 individus pour une double page. Et on note, donc l'agent en charge de l'écrou note les informations relatives à l'individu arrivant. Ça va être des informations de tout type, et j'essaierai de vous dire un peu la diversité de ce qu'il y a, notamment pour faire de l'histoire sociale, dans ces lignes d'écrou, qui en fait sont un très beau champ d'investigation, je pense, pour l'historien et l'historienne. Et l'écrou, pour le définir autrement et de façon complémentaire, c'est aussi ce que Goffman, donc le sociologue qui a travaillé sur les institutions totales, donc pas seulement sur la prison, lui il a fait son enquête sur un hôpital psychiatrique, mais ça lui a permis de théoriser ce qu'il appelle l'institution totale. L'écrou, c'est une cérémonie d'admission qui emporte avec elle une forme de dégradation de la personne qui arrive, puisque c'est un moment de dégradation du moi, pour reprendre le concept de Goffman, c'est-à-dire que la personne est dépouillée de son identité sociale libre. Et ça se manifeste dans des petites choses, notamment avec l'attribution d'un numéro d'écrou à chaque individu, numéro qui est censé, dans les règlements, être utilisé même en faisant disparaître le nom de la personne pendant l'enfermement. On est censé appeler certains règlements disent qu'il ne faut pas appeler les détenus par leur nom, mais par leur numéro. Donc voilà ce type de petites choses qui font que c'est pas que juridique, c'est aussi social, et que c'est donc voilà, ça a été souvent décrit comme cette cérémonie de dégradation symbolique et sociale. Et donc moi j'ai approché l'écrou comme ça d'abord, en me disant c'est un moment de grande violence en fait institutionnelle, et ce passage, cette transition est forcément marquée par des formes de dépossession. Mais bien sûr, j'avais des sources pour le faire, qui sont des sources écrites. Alors moi, j'avais pas de DD sous la main parce que j'ai travaillé sur une période où j'ai pas fait d'histoire orale. Je n'ai pas cherché à en faire non plus, mais c'est aussi une période assez reculée par rapport aux enjeux de l'histoire orale. Donc, je ne travaillais que sur des sources, et j'avais, pour les prisons que j'avais sélectionnées dans mon corpus, des séries de registres d'écrou, dont on m'avait dit, c'est une source très sèche, très aride, mais il faut en passer par là. Et c'est vrai qu'en histoire, on les connaît, ces sources de l'écrou, parce que d'abord, c'est des très belles séries continues. C'est souvent, dans les archives départementales, on a souvent, pour les prisons, tous les écrous, parce que c'est ce qui a été versé en premier, c'est ce qui, en fait, est aussi ce qui permet de saisir la continuité d'un établissement. Et donc, c'est une source connue et jugée assez froide. Et mon idée a été de faire parler ces sources le plus possible. C'était vraiment une sorte un jeu limite. Enfin, bien sûr, avec toutes les précautions que ça suppose. Et je me suis mis en fait à travailler sur des corpus. Donc, pour chaque prison, j'avais vraiment des gros corpus. J'ai fait des échantillons. Mon idée étant, dans cette histoire, de ne pas faire une histoire, peut-être c'est une manière de le dire, de présenter le livre de façon synthétique, de ne pas faire une histoire des grands criminels, des prisonniers connus, des trajectoires exceptionnelles, mais d'essayer de saisir des populations en comprenant leur diversité, et aussi tous les anonymes qui forment ces populations. Parce que c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'en fait, quand on va dans les archives, généralement, on peut tomber sur des très gros dossiers de détenus, et on se dit,
y a tout et on peut s'arrêter sur une personne et ne plus faire que ça. Mon idée était vraiment de me forcer à faire autre chose et de saisir tous ces inconnus, ce qu'on appelle aussi en quanti les météores, les individus qui ne font que passer, qui laissent juste une trace, mais après on n'a plus rien sur la trajectoire, mais de ne pas les exclure de l'analyse, parce qu'on a trop vite fait de se dire bon, on peut pas les renseigner, donc on va pas les étudier. Et là, l'écrou me permettait en fait d'avoir une démarche assez exhaustive, de prendre des groupes. Donc, pour chaque prison, j'avais à peu près 500 ou 1000 personnes. Donc, c'était des échantillons qui me permettaient de commencer à compter. Et compter les particularités des individus et de les remettre en fait en perspective dans des groupes, dans des collectifs. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme renseignement dans cette mise sous écrou ? Alors, il y a toutes les informations d'état civil. Donc, voilà, le nom, la profession, l'adresse, le statut matrimonial, les enfants. Il y a toutes les informations de nature judiciaire. Donc, le mandat d'arrêt ou alors le jugement qui est recopié dans l'écrou. Et il y a aussi tout ce qui relève de ce qu'on appelle le signalement anthropométrique, qui est une procédure qui vient donc de Bertillon, qui a été formalisée par plutôt la police judiciaire parisienne à la fin du 19e siècle et qui intègre le registre d'écrou. C'est un signalement pour noter toutes les particularités physiques, donc qui passe par des formes de mesure du corps et de description du corps. Et il y a plus encore, puisqu'il y a par exemple les vêtements de l'arrivant qui sont notés dans l'écrou. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais que cette source est devenue vraiment assez importante pour moi, c'est que à mesure que je recopiais ces écrous, donc beaucoup d'écrous, je commençais déjà à comprendre la logique de la source, qui est que c'est une source de face à face, c'est vraiment une source d'interaction. Et c'est là que ça m'intéressait parce que je voulais faire ce qui est assez difficile parfois en histoire, puisqu'on n'a pas les gens sous la main, mais une approche interactionniste. Et donc, il y a le détenu qui parle, et par exemple, toutes les informations d'état civil de la première case, c'est du déclaratif. C'est le détenu qui dit qui il est en répondant aux questions. Il y a des cases qui relèvent du travail d'observation et de mesure d'un agent. Donc là, on est beaucoup plus dans les schèmes de perception des agents pénitentiaires, en fait, de comment ils regardent, comment ils qualifient les corps, qu'est-ce qu'ils vont détailler, qu'est-ce qu'ils ne vont pas détailler. Donc ça devient aussi très intéressant sur comment on perçoit quelqu'un qui arrive avec une peine. Et il y a tout le travail de recopie des documents qui précèdent, des documents produits par la justice. Et ça, c'était intéressant pour moi aussi, parce que je me rendais compte que ces documents produits par la justice, du coup, ils introduisent une temporalité au sein même du registre. C'est des documents qui sont produits avant, parfois plusieurs mois avant. Et là où ça devenait passionnant pour moi, c'était que j'avais parfois une même information dans deux cases différentes qui correspondent en fait à deux moments différents de la trajectoire. Par exemple, la profession au procès et la profession à l'écrou. Et comme je m'étais mise à saisir frénétiquement ces écrous, j'ai commencé à compter, à me dire, mais en fait, il y a plein de cases où les professions, ça ne matche pas du tout. Entre l'écrou et le procès, la personne n'a plus la même profession. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Donc, il y avait donc, j'ai vraiment procédé comme ça, par indice, en me disant, mais là, il y a peut-être un espace de marge de manœuvre, on dirait, où le détenu peut peut-être essayer de se présenter d'une certaine façon. Et notamment pour la profession, c'était très, très marquant parce que j'observais qu'il y avait des formes de surdéclaration de certaines professions plus que d'autres. Et notamment deux professions qui sont beaucoup plus déclarées à l'écrou qu'enregistrées au moment des procès, c'est les boulangers et les comptables. Beaucoup plus de gens qui se disent boulangers et comptables en arrivant en prison que ce qu'ils ont ils ont pu déclarer une autre profession avant. Et donc, en comprenant aussi ce que c'était que les prisons de l'époque, à un moment où le travail est obligatoire, donc tous les détenus ont un poste de travail en arrivant, j'ai commencé à comprendre que la manière dont on se présente professionnellement, c'est un enjeu pour la place qu'on va occuper en prison. Et en fait, le comptable et le boulanger, c'est deux professions qui mènent potentiellement à des espaces privilégiés dans la prison, à savoir les cuisines,
un poste en cuisine, c'est un poste qui donne accès à des ressources alimentaires. C'est aussi un poste qui permet beaucoup plus de circulation parce que on est plus libre de ses mouvements dans un certain périmètre. Et le comptable, c'est celui qui potentiellement peut travailler pour l'administration pénitentiaire, par exemple en aidant à l'écrou. Parce qu'il y a aussi des détenus qui aident à l'enregistrement de l'écrou. Et être au contact de l'administration, c'est une certaine proximité aussi qui distingue, qui peut ouvrir à des privilèges. Donc, voilà le type d'approche que je pouvais avoir sur une source dont on m'avait dit « Oh là là, c'est très barbant ». Et deuxième exemple, et après on avance, mais j'avais également par exemple, tous les vêtements. Et ces vêtements, j'ai commencé aussi à les analyser et à comprendre en fait que ils pouvaient dire aussi beaucoup de choses déjà de qui est en prison, parce que le vêtement distingue, et c'est une approche de l'histoire sociale qui est possible par le vêtement, et c'était très important parce que je voulais arriver à des formes de matérialité, et de comprendre voilà que en fait il y a des gens avec des chapeaux, il y a des gens avec des casquettes, enfin qu'il y a toutes les distinctions sociales qu'on peut retrouver à l'intérieur de la prison. Donc ça permet aussi de casser un peu cette catégorie de prisonniers très très englobante et de se rendre compte qu'en fait il y a une diversité sociale qui se voit. Et l'autre chose que je trouvais passionnante, c'est la manière dont les agents pouvaient les décrire. Et notamment tout le processus de disqualification qui peut se nicher dans ces descriptions-là, dans une case de l'écrou, notamment. Et ça, c'était la comparaison entre les prisons qui me le permettait. J'ai remarqué qu'à Fresnes, les agents pénitentiaires décrivent beaucoup moins les vêtements et utilisent des termes subsumants, donc vraiment très englobants. Par exemple, haillons. Haillons, ça ne dit pas combien on a de vêtements, ça ne dit pas quels vêtements on a, et ça dit tout de suite que ces vêtements n'ont pas de valeur. Alors que dans la petite prison de Laon, j'avais toute la tenue, en passant par le débardeur, la chemise, j'avais vraiment tout. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe à Fresnes ? Pourquoi on qualifie ces vêtements comme ça ? Est-ce que les prisonniers qui viennent de la région parisienne sont particulièrement démunis ? Donc ça, c'est une piste, mais en fait, ça ne marche pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté dans l'autre petite prison que j'ai étudiée. Et en fait, non, c'est une piste qui m'amenait beaucoup plus au temps de travail qu'on peut accorder à ces descriptions. À Fresnes, c'est une usine. Il y a 50 écrous par jour, donc les gens défilent. À Laon, il y a 1 ou 2 écrous par jour. Donc, en fait, les agents pénitentiaires ne sont pas du tout dans les mêmes dispositifs de travail, ne vont pas du tout prendre le temps de regarder de la même façon. Et ça, du coup, je trouvais que ça permettait aussi d'approcher ce qui se passe dans cette interaction de face à face, à savoir que c'est la rencontre entre une administration et des individus. Et c'était tout l'enjeu de suivre ces moments d'interaction dans chaque chapitre. Et puis on imagine aussi que ces haillons, si jamais on veut réclamer absolument la tenue avec laquelle on est arrivé une fois libéré, c'est plus difficile. C'est très problématique. Et il y a beaucoup de réclamations de détenus qui disent qu'ils ont perdu leurs vêtements au vestiaire et qui écrivent des lettres ensuite en disant mais en fait les effets personnels, c'est tout un enjeu de les retrouver après. Et si une administration considère qu'ils n'ont absolument aucune valeur, ils vont être pas conservés, mal conservés, perdus, et ça crée beaucoup de mécontentement après. Alors, on a déjà abordé très rapidement la question du travail. Peut-être qu'on va y revenir si on a encore un peu de temps. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur le temps chronologique que vous avez choisi. Ce premier XXe siècle, d'ailleurs, vous aviez commencé à en parler rapidement tout à l'heure, est quand même traversé par 2 guerres mondiales. Et souvent, les prisons disparaissent un peu à ce moment-là de l'intérêt des historiens et puis de l'actualité, parce que voilà, on a autre chose à faire et que finalement, on se penche un peu moins sur le sort des prisonniers qui deviennent moins prioritaires. Qu'est-ce que ça fait à la prison et surtout aux interactions en prison ? Ces 2 guerres mondiales, dont une occupation quand même, au cours de la période que vous avez étudiée. Alors, j'ai pas pris la Seconde Guerre mondiale. Je m'arrête juste avant. Quand j'ai débuté la thèse, je me disais allez, je prends la Deuxième Guerre mondiale, je vais tout faire. Après, on est réaliste. Mais enfin, ça reste une vraie question, et les continuités entre les 2 guerres sont, je pense, une vraie question. Un prochain livre, peut-être. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le choix de ma période, c'était aussi de m'attaquer à cette idée, alors qui est présente dans l'historiographie, que ce premier XXe siècle est pas très intéressant finalement.
parce que il se passe pas grand-chose au sujet des prisons dans le débat public, dans l'arène politique de manière générale. Il n'y a pas de grandes réformes, il n'y a plus toutes les grosses controverses qu'il y a eu au 19e siècle sur quelle est la meilleure prison possible. Tout le 19e siècle est marqué par cette élaboration de la prison pénale et des modèles carcéraux qui vont s'affronter pour trouver une organisation qui serait performante et aussi aux yeux de l'Europe, qui serait la modernité. Donc là, on est plutôt dans un creux où c'est d'autres lieux en fait qui concentrent beaucoup plus l'attention politique. Le bagne notamment qui est sous le feu des critiques. Et finalement, on parle assez peu des prisons. Et il y a quand même cette Première Guerre mondiale qui, moi, m'interrogeait parce que dans toutes les synthèses que je disais... je voyais rien sur la guerre et surtout il y avait cette idée que ça ne change rien et que l'entre-deux-guerres est aussi ce grand moment d'immobilisme. Et donc voilà, c'est très bizarre de se dire qu'un événement total comme la guerre n'affecte pas des lieux qui, comme ça, forment un maillage sur le territoire. Et je me suis dit, certes, il n'y a pas de grand débat. Certes, il n'y a pas, dans toutes les pages des journaux, des prises de position sur ce que doit être la prison. Mais si on regarde dans les archives des établissements, peut-être qu'on voit cet événement de la guerre. Et en effet, ça a été un des résultats, je pense, de l'enquête, de voir que cette question de la guerre, en fait, elle est fondamentale parce qu'elle transforme, ou en tout cas, elle perturbe assez fortement la prison qui n'est pas du tout en dehors de la société. Ça, c'est évident que même si c'est un lieu qui est censé mettre à l'écart, en fait, c'est un lieu qui est traversé par les questions qui sont celles de la guerre. Et donc ça, de plusieurs manières. D'abord parce que c'est un grand moment de mélange de populations derrière les murs. Tout le 19e siècle a été un moment de séparation des populations condamnées. Entre d'un côté les condamnés militaires, l'armée a développé son propre dispositif pour enfermer les soldats indisciplinés, avec des bataillons spécifiques, des prisons militaires, etc. Et tous les condamnés civils qui relèvent du pénal. Et en fait, la guerre vient un peu mettre à bas cette très forte distinction parce que d'un coup, l'armée qui, bien sûr, c'est une armée de mobilisation nationale, donc, et qui va en plus réprimer fortement les indisciplines. On connaît cette justice militaire massive qui va se mettre en branle et qui crée bien sûr des condamnations. Beaucoup sont suspendus, mais en fait, il reste des hommes qui doivent purger, qui viennent de l'armée et qui doivent purger des peines. Parfois des peines très lourdes et qui sont transformées en peines d'enfermement. Et on a besoin de lieux. Et donc l'armée dit très rapidement, vraiment, mais en fin août 1914, on a les premières directives qui disent qu'il va falloir faire de la place pour ces gens-là et que l'administration pénitentiaire va devoir accueillir des condamnés militaires. Et on voit tout un mouvement comme ça de population, aussi avec des évacuations de détenus, puisqu'il y a tout le nord-est de la France. On a un peu oublié, mais la Première Guerre mondiale, c'est aussi un grand moment d'occupation du nord-est de la France. Donc tous les départements du nord-est, en plus où passe la ligne de front, les prisons ne sont plus accessibles. Donc on déplace les prisonniers. Donc il faut imaginer comme ça un parc pénitentiaire sous pression d'un coup. Et qui pose aussi la question de... Qu'est-ce que ça fait de mettre en même temps dans une prison des individus qui sont avec l'uniforme, même s'ils doivent le déposer au vestiaire, ils viennent de l'armée, ils répondent encore à l'autorité militaire, et des individus qui ne sont pas mobilisés. Étant donné que la guerre, c'est un moment où, en tout cas pour les hommes, la mobilisation sur le front, c'est la situation normale. Et ne pas être mobilisé, c'est suspect. Ça renvoie à toutes les polémiques sur y a-t-il des embusqués, des gens qui cherchent à éviter la guerre. Et donc moi, la question que je me suis posée, c'était aussi, est-ce que la prison, c'est un espace qui permet d'échapper à la guerre, ou est-ce que la guerre est un moment qui permet d'échapper à la prison? Et je trouvais que c'était de prendre en compte la guerre, ça permet de poser à hauteur de personnes enfermées, ce que ça fait en fait un contexte exceptionnel sur une peine d'enfermement. Est-ce qu'on va en profiter pour ne pas risquer sa peau,
et attendre patiemment que le conflit prenne fin, ou au contraire, est-ce qu'on va profiter d'un moment où l'armée a besoin d'engagement et sortir avant, aussi se refaire une place, se réhabiliter peut-être par la voie militaire, parce que c'est peut-être aussi une manière de regagner des galons. Et voilà. Et ça, je pouvais l'observer justement dans des sources de prison où il y a pas beaucoup de choses. L'institution ne tranche pas cette question. Elle est pas préparée en fait. Et donc c'est dans les dossiers individuels, vraiment à l'échelle des prisonniers, que on peut commencer à approcher ces questions de choix, de stratégie, d'arbitrage et de négociation de l'engagement en temps de guerre. Mais du coup, c'est un grand moment de suspicion aussi. Exactement. Alors là, pour le coup, il y a quelques débats parlementaires sur mais qu'est-ce que font ces prisonniers en prison ? Ce sont des embusqués de prison, il va falloir les mobiliser, c'est pas normal. Et en même temps, l'armée est très embêtée parce que avoir des prisonniers, c'est pas un gage de discipline absolue dans les bataillons. Donc on sait pas très bien quoi faire en fait de ces détenus. Et en fait, du coup, le débat, il y a 4 débats voilà, qui s'enchaînent et qui ne mènent à rien. Enfin, pas de loi. Ce qu'on appelle à ce moment-là la récupération, qui permettrait d'enrôler plus rapidement sous les drapeaux les prisonniers. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est une forme d'adaptation par des dispositifs qui existent déjà, notamment les libérations conditionnelles, qui peuvent être accélérées, qui peuvent être... il y en a plus, en fait, pour les hommes. Et c'est assez fascinant de regarder le conflit, la chronologie du conflit et la chronologie des libérations conditionnelles, parce qu'on voit les moments de pic qui correspondent aussi à des moments où il y a eu énormément de pertes dans l'armée. Donc, en fait, il y a quand même cette idée que ça reste un vivier d'hommes disponibles. Et c'est des gens captifs, c'est des gens sous la main. Donc, de la même manière que l'armée a besoin d'espace et que les prisons sont des espaces disponibles ou qu'on rend disponibles, les prisonniers sont aussi des ressources humaines, là pour le coup, pour le front. Et on peut voir comme ça des formes d'accélération de trajectoire pour rejoindre l'armée. Moi, ce qui me paraissait intéressant aussi, c'était de comprendre qu'est-ce que le détenu peut faire dans ce moment-là. Et là, le résultat que j'ai observé, en essayant de prendre en considération le fait qu'il y a des gens qui sont déjà militaires, des gens qui sont en fait pas encore mobilisés, c'était de voir qu'en fait le statut militaire ou non, c'est ça qui prime. Les militaires sont beaucoup plus vite réintégrés, même s'ils sont en prison, on va vite les réintégrer. Ils sont déjà en fait dans l'armée et c'est eux qu'on réintègre le plus. Les civils sont plus suspects et ils sont moins. Donc c'est un espace où en fait le statut est prédominant et n'a pas les mêmes effets sur la trajectoire. Alors, je bouleverse un petit peu votre plan, mais ça nous amène quand même à interroger une autre partie de votre ouvrage. Vous allez voir, je vais sortir de prison, puis ensuite on va y re-rentrer. Ce sont ces moments d'interaction où on espère sortir, où on prépare la sortie. Alors en effet, ça c'est... Donc, l'ouvrage, vous avez peut-être compris, suit des moments et donc suit aussi les trajectoires. Donc là, on se situe vraiment à la fin du livre. Et j'ai fait tout un chapitre sur la sortie, justement comme un espace, comme un moment, et quelque chose en tout cas qui peut se négocier. Et ça c'est assez frappant parce que l'époque que j'étudie, c'est un moment où il y a eu des lois votées par la Troisième République à la fin du 19e siècle qui, en fait, ont rendu cette question de la sortie beaucoup plus compliquée à appréhender qu'avant. Alors, bien sûr, il y a un juge, quand on est condamné, qui prévoit une peine. Donc, on pourrait se dire, la date théorique de sortie, elle est facile. D'abord, il y a un enjeu de connaissance. Ça, c'était passionnant avec les sources que j'avais de me rendre compte, parce que j'ai des questionnaires remplis par les détenus qui doivent indiquer leur date de sortie théorique. Quand ils arrivent, ils doivent aussi remplir un formulaire eux-mêmes et ils doivent indiquer eux-mêmes quand est-ce qu'ils doivent sortir. Et là, je m'apercevais en fait qu'il y avait un flou énorme sur les réponses, des discordances énormes entre la date que j'avais de l'administration et la date qu'ils déclaraient. Et donc, ça posait des questions de qu'est-ce qu'ils ont compris de leur propre peine. Et en fait, c'est aussi compliqué parce qu'il y a des mécanismes de réduction de peine qui ont été introduits, qui sont soit des choses automatiques. Par exemple, si on passe du temps dans une cellule, dans une prison cellulaire,
eh bien, on a droit à des réductions de peine parce que ce temps-là est considéré comme plus dur, donc qui permet d'obtenir des jours en moins, quoi. Donc ça, il faut le calculer, en fait, et c'est assez compliqué. Donc, il faut que les détenus, en fait, comptent leur propre temps passé, fassent les opérations, et certains ne le font pas. Et puis, en plus, il y a d'autres... par exemple, si on a fait de la détention préventive, il y a une loi à partir de 1892 qui permet de retrancher ce temps de préventif sur la condamnation finale. Et puis, il y a tous les dispositifs de libération anticipée, donc les grâces qui existent depuis longtemps et la libération conditionnelle depuis 1885. Et donc, ce chapitre, il tente de voir comment on s'empare de ces dispositifs-là, qu'est-ce qu'on négocie, alors de façon officielle, à travers une demande de libération conditionnelle, une demande de grâce, aussi par exemple des lettres de détenus qui contestent la manière dont on a calculé leur date de sortie et qui vont reprendre les comptes. Donc, je voyais aussi des détenus qui se faisaient leur propre compte du temps. Ça, je trouvais ça intéressant pour approcher justement ce que c'est le temps en prison. Enfin, il y a plein de choses sur le temps en prison, mais cette question calculatoire, je ne l'avais pas perçue, et en fait, elle est très importante parce que tenir ses comptes, c'est avoir aussi une forme de maîtrise. Et ce chapitre, il introduit aussi toutes les sorties anticipées par d'autres voies. Alors, c'est là que j'inclus un peu l'évasion. C'est là aussi que je pose la question de la sortie vers l'hôpital ou vers l'hôpital psychiatrique. Et là, il y avait des choses vraiment frappantes qui, là aussi, émanaient du fait que je comparais des prisons entre elles. Et là, je pense que le résultat qui m'a semblé le plus important et qui est corroboré par d'autres travaux, c'est que les femmes, donc j'avais une prison de femmes, les femmes de Rennes, sortent beaucoup plus vers l'hôpital psychiatrique que les hommes. Alors que, a priori, la question de la folie, des troubles mentaux, elle traverse toutes les prisons d'hommes et de femmes. Mais la manière dont on gère ces femmes que l'on suspecte d'avoir des troubles mentaux n'est pas du tout identique à celle des hommes. En fait, les hommes, on va très peu les psychiatriser, en fait. Et le médecin est très peu appelé pour poser ce genre de diagnostic, alors que les femmes qui se manifestent par leur très forte indiscipline, au bout d'un moment, il va y avoir l'intervention d'un médecin. Et c'est comme ça que j'ai pu suivre 14 femmes qui sont extraites, c'est le terme de l'administration, l'extraction, vers l'hôpital psychiatrique. Et donc là, il y avait quelque chose de très fort sur ce que ça fait, la sortie au féminin ou la sortie au masculin, l'évasion étant beaucoup plus une sortie au masculin. Et aussi de voir que sortir de prison, repasser les portes de la prison, ça ne veut pas forcément dire en avoir fini avec la peine. Parce que quand on passe à l'hôpital psychiatrique, en fait, la condamnation n'est pas levée, et surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir d'un hôpital psychiatrique. Donc, ça relance cette question de l'enfermement et de la maîtrise du temps dans un autre espace. Alors, du coup, j'entre de nouveau dans les centres de détention que vous avez étudiés. Et là, j'aimerais reparler de ces histoires de vêtements. On parlait tout à l'heure de ces haillons et de ce détail administratif des grands établissements qui ne prennent pas la peine de décrire avec précision ces vêtements. On imagine bien qu'au moment de la sortie, symboliquement, ne pas récupérer ses propres vêtements, donc ne pas récupérer ses vêtements d'identité civile, c'est aussi symboliquement ne pas se voir restituer son identité d'avant. Et il y a aussi une autre dimension qui est passionnante, je trouve, dans votre ouvrage, c'est la dimension des visites, avec qui on a le droit d'interagir avec l'extérieur, et quelle est surtout la famille reconnue. Et ça, c'est vraiment un point central. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une norme familiale qui s'oppose finalement à poursuivre parfois une intégration sociale qui a pris d'autres formes, peut-être, mais qui existait et qui peut être pulvérisée par cette expérience carcérale. Oui, ça me semblait important comme j'ancrais cette histoire, vous l'avez compris, à des échelles individuelles aussi, de comprendre la question des liens.
Alors, je ne pouvais pas forcément aller dans toutes les directions que je souhaitais. Par exemple, les liens entre détenus sont beaucoup plus difficiles à voir. Mais par contre, les liens aux familles, c'est quelque chose que je retrouvais dans les sources parce que là aussi, l'institution tenait des registres de parloirs, des registres de visite, des registres de correspondance. Et par ailleurs, dans les dossiers individuels que j'avais pour les prisons longue peine, les maisons centrales, j'avais aussi les correspondances qui avaient pu être censurées, donc interceptées, et aussi les déclarations des détenus sur avec qui ils veulent correspondre. Donc là, ça devenait super intéressant de comprendre quels sont les liens que l'on active, quels sont les liens d'abord autorisés. Et vous avez raison de repartir de là, c'est que l'institution pénitentiaire définit la famille. C'est-à-dire définit une liste de personnes avec qui on est censé pouvoir correspondre. Et toute personne qui n'est pas dans la liste, donc qui n'a pas ce lien de parenté-là, ne peut pas être en fait un correspondant. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, la conception de la famille pour l'administration pénitentiaire de l'époque, ça va changer ensuite dans les années 70. Mais à ce moment-là, c'est vraiment la famille au sens biologique et légal du terme. Donc c'est une famille dont on peut prouver le lien grâce au certificat d'état civil, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est la personne condamnée qui désigne les personnes avec lesquelles elle veut continuer à entrer en contact. Et on peut avoir des visites d'amis. Enfin, voilà, les liens amicaux sont possibles. À l'époque que j'étudiais, en fait, je me suis rendu compte que le lien amical n'était pas prévu par le règlement. Donc, en fait, on n'a pas le droit, a priori, de correspondre avec quelqu'un dont on n'a pas le certificat qu'il fait partie de la même famille, par un lien du mariage ou un lien de sang. Et donc ça, c'était intéressant parce que du coup, je voyais aussi... Enfin, ça crée des contraintes énormes parce qu'en fait, les familles ne sont pas que des entités légales et il y a plein de manières de faire famille à cette époque qui ne rentrent pas dans ce cadre réglementaire. Je pense vraiment à des liens, par exemple, les frères et sœurs de lait. C'est... Voilà, quand on a partagé une nourrice, en fait, il y a des formes de liens qui peuvent perdurer à l'âge adulte. Et c'était intéressant parce que je voyais des lettres de correspondants, alors censurées parce qu'on jugeait qu'ils n'avaient pas le bon lien familial, ou alors des lettres de correspondants qui, en fait, essayaient de contourner la censure soit en se faisant passer pour un lien autorisé, un frère ou une sœur, ou... un cousin ou une cousine, ça passe encore, ou en fait en travestissant sa propre identité. Et donc après, je voyais l'administration pénitentiaire qui disait mais en fait on n'est pas sûr que ce soit la bonne personne, il nous faudrait quand même un certificat. Et donc la lettre devenait aussi cet endroit où on tente de contourner les règles. Et l'autre catégorie que je voyais, alors il y avait les marraines par exemple. Le lien de marraine n'est pas autorisé, mais il y avait aussi bien sûr les couples non mariés. Et il y a beaucoup de gens qui vivent, comme on dit, maritalement à l'époque, notamment dans les classes populaires qui forment le gros de la sociologie des prisons. Et donc, tous ces couples non officiels, en fait, connaissaient plus d'entraves dans le maintien du lien. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant, au point d'ailleurs que certains détenus veulent se marier et donc font des demandes de mariage. Et là, on comprend en fait que c'est pour avoir des visites et de la correspondance. Donc ça montre aussi que la prison, elle participe aussi à cette norme du mariage. C'est une des institutions parmi tant d'autres qui font que le mariage ouvre plus de droits, quoi. Et l'autre chose que je trouvais passionnante sur cette question de lien, c'est que là, on pouvait aussi avoir une approche très comparée et voir la place des femmes, notamment dans ces liens de famille qui sont entretenus au-delà des murs. Et en fait, c'était vraiment... Là, en comptant les correspondants, j'avais vraiment des preuves très tangibles, que ce sont les femmes qui font ce travail de maintien des liens, donc les mères et les épouses en premier lieu, mais les autres femmes que je voyais, c'était notamment les sœurs, et ça, je m'y attendais peut-être moins, mais les sœurs qui sont beaucoup plus sollicitées que les frères, et voilà, et en fait, et les filles que les fils aussi. Donc en fait, voilà. On n'est pas forcément très étonné parce que voilà, la question du care, elle est encore portée par les femmes. Mais là, on l'objective, disons, assez facilement. Et l'autre chose qui était intéressante, c'était de voir que pour les femmes détenues, maintenir, quand elles sont en prison, cette fois-ci, c'est
elles ont beaucoup plus de difficultés à maintenir des liens familiaux. Alors, il y a plusieurs explications. D'abord parce qu'un certain nombre de crimes pour lesquels elles sont condamnées renvoient aussi à des formes de violence intrafamiliale, infanticide par exemple. Donc, c'est aussi des peines qui dont l'espace, la scène, disons, était déjà la famille. Mais c'est aussi qu'elles sont plus éloignées, par exemple, géographiquement. Il y a moins de prisons de femmes, donc elles se retrouvent beaucoup plus loin. Et que la réprobation sociale, là, pour le coup, à l'égard des femmes condamnées, est encore plus forte qu'à l'égard des hommes. Donc, tout ça cumulé, ça fait aussi que beaucoup de femmes, en fait, entretenaient moins de correspondance que les hommes à l'époque. Alors, le temps file très vite. Donc, je vais vous déléguer pour les questions les parties du livre dont on n'aura pas le temps de parler. Puis, je vous dirai si vous y avez pensé ou pas. Voilà, ce sera un jeu. Mais quand on a préparé cet entretien ensemble, vous m'avez dit, mais il y a plein de choses que je ne vois pas. Ah oui. Et ça, c'est très intéressant. C'est un peu les coulisses d'un livre, c'est-à-dire la conscience que vous avez de ce à quoi vous pouvez accéder grâce à ces archives. Et puis la conscience aussi que vous avez de tout ce que vous n'arrivez pas à atteindre. Oui, alors ça, il faut composer avec la frustration, hein, c'est nécessaire. Mais je dis ça aussi parce que j'ai fait ma thèse dans un moment aussi où la sociologie carcérale est très développée. Donc, j'ai fait ma thèse aussi et je collabore avec des sociologues qui font des terrains en prison, donc qui me racontent. Qui ont des DD. Qui ont des DD sous la main. Et ça, c'est intéressant parce que j'avais toujours cette idée que, attention, j'ai le prisme de sources écrites qui sont le produit d'une administration qui a ses routines de travail, qui enregistre ce qu'elle veut enregistrer. Et voilà, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Alors, ce que je ne vois pas, d'abord, c'est toutes les prisons que je n'ai pas étudiées. Il y avait aussi cette idée que je ne peux pas généraliser forcément. C'est pas un livre qui expliquera ce qui se passe dans chaque prison, ça c'est sûr. Et il y a des catégories de détenus que je ne voyais pas du fait que elles n'étaient pas présentes dans les prisons que j'étudiais. Alors pour la période que j'étudiais, par exemple, les détenus politiques sont plutôt à la santé, donc j'ai pas du tout cette catégorie-là, même si j'ai des détenus qui revendiquent dans les lettres leur statut politique, ça reste un enjeu, mais disons qu'ils sont pas concentrés dans les prisons que j'ai étudiées. J'ai pas une prison coloniale qui pourrait aussi ouvrir à plein d'autres questions. Bon, par ailleurs, il y a des travaux super en histoire coloniale de l'enfermement, donc on peut faire plein de ponts. Je n'ai pas les mineurs parce que j'ai pas orienté mon enquête, mais il y a aussi à l'époque des établissements pour mineurs. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on ne voit pas ? Pour moi, c'était une sorte déjà de garde-fou de me dire... une histoire interactionniste de la prison n'est pas une histoire totale. Et en fait, il faut se déprendre de cette idée en historien qu'on dirait le tout. On ne dira peut-être que des fragments, des détails, et je plaide aussi pour une histoire où les détails permettent de dire beaucoup de choses de l'histoire sociale et pas que de l'histoire de la prison. Donc ça, c'était peut-être une manière de me satisfaire, de me dire, en fait, j'apporte aussi à l'histoire des classes populaires, à l'histoire du travail, à l'histoire de la punition, voilà. Donc ça, c'était une conscience aiguë de, finalement, par des petits détails, on construit, et le savoir historique, il est pas total, et il faut se déprendre, et c'est dur parce que quand on tombe dans les sources de prison, parfois il y a une telle abondance qu'on se dit on va pouvoir tout voir, tout dire. Et le truc que je voyais pas, notamment, et qui me continue, je pense que c'est un des enjeux, c'était par exemple les solidarités entre détenus, comme ce sont des sources qui cloisonnent beaucoup, c'est difficile d'approcher des liens, là au sens très fort du terme, qui sont informels et qui, je le sais, font la trame du quotidien. Et pour parler avec des détenus, c'est essentiel. Alors, ça ouvre aussi, je trouve, des questions sur... on ne peut pas les approcher parce qu'on n'a pas les gens sous la main, mais peut-être qu'il y a des traces à interpréter autrement. Et donc, par exemple, j'avais le corpus des punitions. Donc plein de sources sur les sanctions et toutes les infractions en prison. Et là, par cette voie détournée du prétoire, donc le lieu où on punit les détenus en prison, je pouvais apercevoir des liens entre détenus qui avaient été jugés à sanctionner. Donc tous les trafics, par exemple, les rapprochements des corps interdits. Donc voilà, c'était aussi cette limitation, elle oblige aussi à
à explorer ce dispositif jusqu'au bout et à faire feu de tout bois. C'est ce que je dis, je crois d'ailleurs dans l'introduction. Il faut faire feu de tout bois. Merci beaucoup. Et c'est une manière de revenir au thème de ce festival. Tout à fait. Non, parce qu'il faut que je vous raconte que quand j'ai appelé Elsa Génard pour préparer, je lui ai demandé si elle n'avait pas des incendies dans les cellules, histoire de faire un lien. Il y en a eu plein, mais moi, j'en avais pas dans mes corpus de sources. Voilà. Mais bon. Donc c'était un petit peu décevant, mais comme on fait feu de tout bois, on s'en sort bien. Alors on s'arrête pas du tout là. Maintenant, on ouvre en grand le droit à la parole. Madame, il y a un micro qui vous est tendu tout de suite. Bonjour et merci, c'était vraiment passionnant et tout à fait inattendu, donc c'est vraiment très intéressant. Moi, je voulais savoir si vous aviez pu, ou si ça vous a intéressé ou pas, de quantifier un peu les types de condamnations. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on va en prison à cette époque-là, etc. Et puis aussi, si vous aviez pu, dans cette histoire sociale, qui va en prison ? Beaucoup, pas, classe populaire ou pas, enfin voilà. Alors oui, je vous remercie parce que c'est en fait ma question d'entrée vraiment au début. Donc c'est une thèse au départ que j'ai transformée en livre, mais tout début de la thèse. Un gros travail quand même pour transformer cette thèse en livre, parce qu'une thèse ne fait pas cette taille-là. Voilà, c'est un livre plutôt court par rapport à des thèses publiées, donc tous les collègues me remercient en me disant c'est court, c'est bien. Oui, donc c'était ma question première mais finalement qui est en prison ? Et cette question, elle était très importante d'un point de vue historiographique aussi, parce que ça je l'ai pas du tout dit, je crois, mais si je vous ai dit que c'était une prison qu'on connaissait finalement assez mal, et notamment aussi parce que la statistique nationale qui existe à l'époque, en 1911, perd tous ses tableaux sur les origines sociales des détenus. Bon, par ailleurs, j'ai un peu fait l'histoire de cette source statistique, donc je comprends un peu pourquoi, mais c'est une perte nette pour l'historien, parce que d'un coup, on n'a plus les origines géographiques, les âges, les professions, alors même que toutes ces informations existent dans les écrous, etc. Mais au niveau agrégé, on n'a plus, ce qui explique aussi pourquoi, dans l'historiographie, en fait, on ne savait pas, et encore là, moi, je ne peux pas documenter tout, mais je n'arrivais pas à comprendre qui était en prison. Donc c'était quand même ma première question. Je me disais, si je veux faire une histoire sociale des prisons, il va falloir en passer par là. Et c'est le premier chapitre. Alors, qui m'a posé des problèmes d'écriture, parce qu'en fait, c'est très dur de rendre ça... voilà, c'est très dur, c'est descriptif. Et je me suis dit, oh là là, c'est barbant, ça va ennuyer tout le monde. En fait, pas du tout. Je pense que c'est assez important de situer socialement. Et justement, tout l'enjeu de ce chapitre, c'est de montrer... Alors que... Bien sûr, la prison est un espace d'enfermement des classes populaires en premier lieu, mais qu'il faut les décrire dans leur diversité. Et c'était tout l'intérêt d'avoir plusieurs prisons et d'avoir aussi j'ai plus de 30 ans pour observer aussi des formes d'évolution de qui est en prison. Alors, les résultats que je peux donner rapidement, c'est que d'abord, la sociologie de chaque prison reflète en partie le territoire dans laquelle la prison, mais c'est évident parce que ce sont des juridictions territoriales qui envoient dans ces prisons. Donc, sauf pour les femmes, comme vous l'indiquez. Sauf pour les femmes, où en fait à Rennes, donc la prison de femmes, j'avais énormément de Parisiennes, et donc en fait les maisons centrales sont plutôt les endroits où la différence sociale avec le milieu environnant est la plus forte. Par exemple, Fontevraud, qui est la prison des hommes que j'ai étudiée, se situe dans une abbaye du Maine-et-Loire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il faut aller à Fontevraud. C'est vraiment magnifique et c'est un lieu très intéressant à visiter. Eh bien, les prisonniers de Fontevraud sont beaucoup plus urbains que Fontevraud et la population avoisinante. Donc voilà. Il peut y avoir comme ça des différences, mais si je reprends un peu les caractéristiques sociologiques, ce qui est intéressant d'abord d'observer, c'est que on pourrait se dire que ce sont des classes populaires, je ne sais pas moi, qui sans profession par exemple. En fait, pas du tout. Ce sont des classes laborieuses. Donc, la question du travail, elle est centrale. Presque tout le monde déclare un travail. Mais par contre, on va trouver des
alors allant notamment presque 50% de manœuvres ou de journaliers. Donc ça, c'est vraiment les travailleurs les moins qualifiés, les plus mobiles, et d'ailleurs dont on a du mal à comprendre s'ils sont dans l'industrie ou dans les exploitations agricoles. Lens se situe dans le territoire de la betterave, qui à ce moment-là est en pleine expansion. Donc il est possible que ce soit beaucoup des travailleurs de la betterave, par exemple. Je voyais beaucoup plus d'ouvriers plus qualifiés à Fresnes, par exemple, ce qui renvoie aussi aux professions plus parisiennes. Et disons que dans les maisons centrales, je voyais une qualification professionnelle un peu plus forte encore. Donc en fait, il y avait, tout le monde n'est pas sans profession, au chômage et à ne rien faire. Au contraire, il y a des distinctions, et justement, les formes de compétences professionnelles, elles permettent de distinguer fortement à l'intérieur de la prison. L'autre chose que je voyais qui était fascinante pour la période, disons qu'on le comprend assez aisément, mais il fallait le montrer, c'est que on voit aussi, et ça c'est tout l'entre-deux-guerres qui est marqué par ça, la criminalisation des étrangers et l'arrivée vraiment très forte, une surreprésentation en fait des étrangers, et qui vraiment là, on voit le lien direct avec l'arsenal législatif en fait anti-étranger qui se déploie dans les années 30. Et l'autre chose que je voyais, c'était aussi lié à la crise des années 30, et ça, c'était bien d'avoir les vêtements aussi, ou d'avoir d'autres signes sociaux pour les analyser, des formes de pauvreté plus fortes, de précarité, de précarisation, en tout cas, liées à la crise. Ça se voit dans les adresses qu'on peut plus déclarer, donc beaucoup plus de SDF. C'est d'ailleurs, déjà, on parle de SDF déjà dans ces sources-là, de gens beaucoup plus mobiles, qui viennent de territoires plus lointains, donc qui sont dans une trajectoire de plus grande mobilité, et dans des professions précarisées. Donc voilà un peu, en gros, la sociologie, elle est aussi, elle évolue, et elle dit aussi beaucoup de choses sur ce temps troublé de la crise. Alors que la Première Guerre mondiale, c'est plutôt un moment où, au contraire, ça va être des gens plus âgés, en prison, plus installés, plus mariés, plus avec enfants. Et on le comprend parce qu'en fait, les jeunes, ils sont beaucoup plus au front. Donc voilà, la sociologie, elle dit beaucoup de choses en fait du contexte. Ce sera plus facile. Merci beaucoup pour les... Bon, il y a déjà une chose, vous avez répondu, donc ça va aller plus vite. C'est autour des sources. Alors, il y en a une, c'est une parenthèse avec une actualité qu'on pourrait qualifier de brûlante. Vous y répondez ou pas. Mais moi, ça m'intéresse, les journaux de prisonniers. Analogie avec... un Dédé qui s'appelle Nico. Mais voilà, est-ce qu'il y a cette écriture-là qui pourrait permettre de croiser d'autres sources? Et puis, il y a aussi la question de la photographie. Est-ce que... et quelle place peut avoir la photographie, soit du côté de l'administration, soit pour les détenus? Voilà, est-ce que ça peut être aussi une façon d'appréhender la question? Vous avez raison. En fait, là, vous pointez le fait que moi, j'ai vraiment fait une histoire, je le dis en introduction, à partir des papiers de prison, donc en prenant au sérieux tout ce corpus très administratif. Mais la prison, elle est documentée par d'autres sources. Alors, les témoignages, je me suis posé la question, j'en ai lu pour la période, bien sûr, que j'étudiais. D'ailleurs, je pense que j'ai essayé vraiment de faire le tour. Et en fait, ce qui m'est apparu assez fortement, et ça... je le savais déjà, mais c'est que ceux qui écrivent des témoignages, déjà il y en a très peu sur la prison à l'époque. Je pense que le secteur de l'édition est fasciné par le bagne, comme à peu près toute la presse, tous les magazines. Et en fait, c'est le reportage sur le bagne, où les témoignages de bagnards sont extrêmement nombreux à ce moment-là, beaucoup moins. Voilà, il n'y a pas de journaux de prisonniers comme on peut retrouver aujourd'hui à la mode dans l'édition. Alors, il y en a quelques-uns. Il y a quelques livres qui paraissent, qui sont en fait des compilations d'enquêtes journalistiques dans des prisons. Et ça, c'était très important pour moi de les avoir aussi pour confronter ce que l'on imagine être la prison, le sensationnel aussi, le fantasme, etc. J'avais des choses très, très intéressantes à mettre en regard des sources que j'avais. Je vous donne un exemple pour que ce soit un peu précis. Par exemple, les prisons de femmes fascinent pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur qui sont ces femmes et qui sont ces criminels et qu'est-ce qui peut se passer entre elles en prison. Donc il y a tout ce fantasme du lesbianisme très fort. Et en fait, donc il y avait une enquête sur les prisons de femmes et qui
qui décrivait notamment des scènes où les femmes se mettaient à parler d'un coup, donc ce qu'on appelle la crise des bavardes. Étant donné je ne l'ai pas dit, on n'a pas abordé la question des punitions, mais le bavardage, c'est la première raison de se faire punir en prison, c'est l'infraction première. Et j'avais remarqué à quel point les femmes étaient punies pour cette infraction. Je ne comprenais pas trop pourquoi elles étaient tant punies pour le bavardage, mais 2 fois plus que les hommes au même moment. Et en fait, en voyant ce type de livre, donc voilà, un peu sensationnaliste, enfin là, clairement, la question de la volubilité féminine, elle était massive, quoi. Elle est suspecte, les femmes qui parlent, et cette idée que la parole des femmes est complètement incontrôlable était très 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 forte, et je pense que du coup ça permettait, alors c'est pas une preuve absolue, hein, mais c'est une manière de dire que c'est peut-être aussi ces perceptions-là des femmes qui peuvent expliquer les formes de répression plus fortes contre elles à ce moment-là. Donc ces sources me permettaient d'essayer de jongler comme ça entre représentation et pratique. Mais vraiment, la limite que j'ai atteinte, c'est que très peu de détenus de droit commun et de détenus, disons, au parcours sans grand intérêt journalistique, n'ont écrit. Et du coup, j'ai assumé de ne pas faire une histoire du témoignage de prisonniers. Ça pourrait être une autre entrée. Et voilà, et avec cette idée que les paroles publiées renvoient généralement à des statuts, soit politiques, soit de distinctions socio-professionnelles très très fortes. Donc voilà, des gens un peu exceptionnels du point de vue statistique, et que, bon, je dis ça, mais il y a quand même un témoignage que j'ai beaucoup utilisé de Victor Serge, un anarchiste, qui, là, en plus, avait une approche un peu... je me suis un peu mis dans ses pas, c'est-à-dire qu'il a décrit la prison de l'entrée à la sortie à travers sa propre trajectoire. Et donc voilà, j'avais quand même quelques personnes vers lesquelles je retournais pour comparer, mais c'était des sources secondaires pour moi. Les photos, là aussi, je pense qu'il y a un peu beaucoup de choses à faire que je n'ai pas du tout faites, donc c'est aussi plein de pistes à lancer si ces sujets-là suscitent aussi d'autres enquêtes historiques après, ce que j'espère. Alors moi, j'ai utilisé les photos qui sont très connues pour l'entre-deux-guerres, qui sont d'ailleurs... ça en est une, hein, mais l'autre livre qui était mon premier livre collectif, c'est aussi ce photographe, Henri Manuel, qui a fait un reportage dans les prisons en 1930 et qui a documenté comme ça beaucoup d'établissements pénitentiaires. Et l'ENAP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire, a toute cette collection-là, notamment en ligne. Et voilà, donc moi j'ai essayé d'intégrer de temps en temps ces images-là, mais en fait c'est des images de commande publique, hein. C'est le ministère de la Justice qui veut montrer que ces prisons sont modernes et en très bon état. Donc ça pose aussi toute la question de la mise en scène de la vie carcérale et du désordre qu'on ne voit jamais. Et donc c'était plutôt des contrepoints, mais voilà, là aussi, pas ma porte d'entrée, mais là, je pense qu'il y a un vrai truc à creuser sur histoire visuelle et histoire des prisons. De toute façon, on imagine que ça n'est pas votre dernier livre. J'espère. Est-ce que vous avez une autre question ou une autre intervention ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé très intéressant cette approche interactionniste. Il faut que vous mettiez le micro plus près de votre bouche parce qu'on n'entend pas très bien. Désolé, j'ai pas l'habitude des micros. Je voulais juste dire d'abord merci pour la présentation des livres. J'ai trouvé très intéressant l'approche interactionniste, presse ethnographique des archives, c'était fascinant. J'avais une question qui est beaucoup plus liée à l'actualité, donc peut-être un peu anachronique, mais juste quelle serait la prise critique de cette approche pour nous dans notre contemporanéité, dans l'actualité pénitentiaire, etc. Voilà. Merci. Ah, vous me posez une bonne question. Difficile, je trouve, difficile d'apporter une réponse tranchée, je pense. Aussi parce que je pense que si je fais de l'histoire, c'est parce que peut-être que je veux pas faire de la socio ou quelque chose de trop contemporain. Par ailleurs, j'ai
je me suis sentie quand même obligée au tout début de mon enquête en me disant je peux pas connaître que la prison par ses archives, il faut que j'y aille. Donc j'ai quand même fait des ateliers en prison. Il y avait quand même cette idée que il faut que je comprenne ce qui se passe aujourd'hui, et ce travail peut, j'espère, apporter quelque chose à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses qui, peut-être dans mon travail, qui pourraient susciter des réflexions. D'abord, je ne l'ai pas du tout dit, et c'est peut-être un des éléments de cadrage qui, parfois, je commence par ça, et là, on n'y est pas arrivé. C'est un moment où les prisons sont à moitié vides. Et c'est un moment où, vraiment, c'est la problématique totalement inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît la prison parce qu'elle est surpeuplée, et c'est d'ailleurs la manière dont on thématise et on problématise la prison, c'est aujourd'hui la surpopulation, essentiellement. Enfin, c'est frappant, notamment parce qu'on publie les chiffres et qu'on commente les chiffres et que tout est chiffres. Et en fait, le moment que j'étudie, c'est un moment où il y a eu une baisse progressive de la population pénitentiaire. Alors, c'est très compliqué de dire exactement pourquoi, c'est un faisceau de causes. Il y a eu des lois, il y a le bagne, mais il y a aussi d'autres. Enfin, c'est aussi lié aux pratiques judiciaires de l'époque. Et en fait, du coup, les prisons sont à moitié vides. Et ce que moi je trouve fascinant, c'est que c'est pas du tout un moment, du coup, on se dit bon bah puisqu'il y a plus de problème de surpopulation, peut-être qu'on va pouvoir bien faire les choses ou améliorer les choses. En fait, c'est ça aussi que je trouvais intéressant, c'est que même si ce problème du chiffre disparaît, de la surpopulation, à l'époque, il n'y a pas du tout de volonté d'en faire du coup des établissements plus modernes, rénovés, enfin de changer quelque chose du paradigme. Donc pour moi, c'est une question forte, parce qu'on a l'impression que si on règle la surpopulation, on aura peut-être réglé le problème de la prison. En fait, je pense pas du tout. Je pense que, en fait, c'est le sous-peuplement d'ailleurs devient un problème en soi. On commence à se dire oh là là, il va falloir fermer, mais comment on va fermer? Et la question de la condition carcérale n'est pas du tout centrale. Donc ça, je trouve ça intéressant d'inverser un peu la perspective et de dire qu'il y a eu des moments où les prisons étaient vides, et c'est pas pour autant que l'institution est un moment de renouveau, de transformation sociale. Je me permets juste de revenir avec Dédé. Dédé avait beaucoup moins bien vécu son incarcération solitaire dans une cellule nickel à Corba que ces très longues années à la prison de Saint-Jean surpeuplée, etc. En fait, l'isolement sensoriel et l'isolement social avaient été beaucoup plus... l'avait plongé dans un état dépressif très, très grave, ce qu'il n'avait jamais vécu, en tout cas pas de cette façon-là, pour ses précédentes longues peines. Donc la question de bien sûr, la surpopulation, c'est une vraie question, mais la privation d'interaction semblait être beaucoup moins bien vécue que la surpopulation finalement. Oui, après je pense que moi je plaide pour qu'il y ait une forme aussi, que l'administration pénitentiaire connaisse sa propre histoire. Ça, je pense, c'est un des enjeux. Et j'ai toujours, d'ailleurs, dans des rencontres, parfois je rencontre des gens de l'administration pénitentiaire qui ont un intérêt pour l'histoire, et je me dis bon bah là, ça c'est intéressant parce que eux me disent souvent à quel point ils sont fascinés par l'inertie. Ils ont l'impression que je parle du coup d'aujourd'hui dans beaucoup de mes propos. Et donc voilà, j'espère que ce travail il peut aussi questionner sur en fait, ce qui ne change pas, le paradigme punitif qui est encore très très fort, les difficultés à transformer de l'intérieur des pratiques et des manières de considérer les détenus. Donc ça j'aspire à avoir ce type de dialogue. Mon rêve étant de présenter le livre en prison un jour ou l'autre. Peut-être que ça arrivera. Et aussi parce que c'est une administration pénitentiaire qui, on peut pas lui en vouloir, mais qui pense beaucoup son histoire à partir de 1945, qui est un moment de réforme, et c'est aussi le moment, où on parle de l'humanisation des prisons, etc. Et en fait, la profondeur temporelle, dans la mémoire en tout cas de l'administration pénitentiaire, elle n'est pas très forte. Donc voilà, c'est bon. Les historiens disent souvent ça, que c'est la prise en compte aussi d'un temps plus long, des logiques qui se jouent et qui se rejouent, qui font qu'on a peut-être quelque chose à dire aujourd'hui. C'est tout à fait possible.
Une question sur l'aspect sanitaire de ces populations. Est-ce que vous avez pu un peu l'observer à travers les registres d'écrou? Est-ce qu'il y avait des signalements des infirmités, des maladies? Je sais qu'il y a la problématique des tatouages aussi sur certaines populations à l'époque. Et puis, est-ce que vous avez eu accès au rapport des médecins? Alors oui, vous avez raison, dans l'écrou, il y a beaucoup de choses sur vraiment l'état des corps à travers donc, ce qu'on appelle à l'époque les marques particulières. Donc c'est toutes les indications de cicatrices, infirmités, difformités, membres amputés, blessures. Et alors c'est noté de façon, avec plein d'abréviations, mais une fois qu'on a compris les abréviations, on comprend très vite de quoi il s'agit. Mais d'ailleurs, à quoi ça sert ces descriptions si fines et si détaillées du corps? Eh bien, c'est la logique du signalement anthropométrique de se dire que ce sont des éléments qui permettront de reconnaître si un jour cette personne-là est retrouvée par la police et de faire le lien et de confondre, au sens policier du terme, un individu. Donc, ce sont des marques qui sont... qui particularise normalement les individus. Ce qui était intéressant dans l'approche vraiment d'histoire sociale, c'était quand on les met en série, ça particularise pas beaucoup parce que en fait la prégnance des cicatrices ou même des membres, des doigts manquants par exemple, est très très forte. Et donc il y avait là c'était intéressant aussi de réfléchir en termes d'usure des corps au travail sans doute, mais aussi une des questions que j'avais sur ça, c'était est-ce qu'on voit l'effet de la guerre sur les corps et notamment les blessures? Et j'ai fait toute une micro-enquête au sein de l'enquête, disons sur j'ai pris tous ceux qui avaient des blessures ou une forme d'infirmité et j'ai essayé de voir s'il y avait un lien avec la guerre ou pas. Donc je suis allée chercher toutes leurs fiches matricules pour voir s'il y avait des blessures de guerre. Donc je faisais une sorte de croisement de sources entre la prison et ce qui avait pu se passer pendant la guerre, parce que les fiches matricules, c'est les fiches tenues par l'armée, et il y a les mentions des blessures de guerre. Et là, ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir que, en fait, on voit un peu la guerre, mais pas que la guerre. Et en fait, de manière générale, l'état des corps est quand même très abîmé pour beaucoup de gens, même pour ceux qui n'ont pas fait la guerre. Et donc, en fait, les blessés de guerre se fondent un peu dans une population qui a des corps déjà très abîmés en un sens. Donc ça, c'est intéressant sur justement cette fameuse histoire des classes populaires qu'on peut essayer d'appréhender par ces registres. Après, les sources vraiment médicales, c'est des sources qui sont moins bien conservées malheureusement dans les dossiers que j'avais. Mais j'ai essayé Alors, j'avais pas beaucoup de sources sur les médecins. Je pense qu'il y a vraiment D'ailleurs, je crois qu'il y a une thèse qui est en cours sur vraiment le travail des médecins en prison. Ça, je pense que c'est un des pans que je documente finalement moins, faute de sources, mais qui est très important. Le médecin, il intervient à plein de moments. Par exemple, la distribution du travail, ça met en jeu le médecin, parce qu'à cette époque, la quantité de travail qu'on doit faire en prison, elle est établie à l'avance. Donc on doit produire tant de chaises, de boutons de nacre, de tailleurs, etc. Donc, et en fait, c'est le médecin qui participe à définir cette quantité-là. Donc il y a vraiment... C'est pas que l'histoire médicale d'ailleurs, c'est aussi comment le médecin est un interlocuteur pour l'administration pénitentiaire. J'avais quelques petites choses qui me permettaient d'appréhender quand même un des espaces qui est assez important, c'est celui de l'infirmerie, et notamment tous les détenus qui simulent la maladie. Donc c'est une faute, c'est une infraction. Donc je l'ai retrouvé à travers toutes les sources de punition. Donc vous voyez, et ça pose aussi la question d'une administration qui est très suspicieuse à l'égard des malades et qui punit en fait dès qu'il y a suspicion de simulation. Et également des lettres de détenus qui là font état de corps en souffrance, de corps qui font mal. Et là, il y avait une approche une histoire du corps peut-être plus incarnée à travers les lettres. Mais ce sont toujours des lettres de supplique, en fait, qui demandent à changer de poste de travail, à passer à, par exemple, devenir aide auxiliaire à l'infirmerie plutôt que de travailler dans un atelier de... Mais ce qui est intéressant, c'est que même les malades, ça c'est vraiment intéressant, c'est que même les malades travaillent. Et je voyais vraiment presque tous les détenus
travailler, même s'il manque une main. Enfin, il y a toujours des petites tâches qui sont données et on échappe finalement assez peu à des formes d'exploitation à cette époque en prison. La maladie n'est pas forcément, ne protège pas beaucoup de ces exploitations-là. Et avec l'aide de certains médecins. Oui, madame. Les photos anthropométriques, est-ce que vous pouvez faire un lien avec ce qu'il y avait dans les écrous ou pas du tout? Alors moi, j'avais pas de photos. C'est deux choses totalement différentes. Alors il y en avait dans certaines prisons, mais pas conservées, ou alors, voilà. Moi, j'ai pas eu accès à ces photos. Parfois, ça m'est arrivé d'avoir une photo attachée, mais c'est vraiment complètement exceptionnel. Et alors ça j'aurais adoré. Ça aurait été absolument super comme source, mais je l'avais pas. Alors perte, voilà, il y a plein de choses qu'on n'explique pas. Enfin, les sources de prison, elles dépendent beaucoup de l'histoire des versements, des archives. Et en fait, pour parler à beaucoup d'archivistes aujourd'hui qui vont en prison pour faire des collectes, ils tombent beaucoup sur... ils ouvrent des pièces et là, ils se rendent compte que ça déborde d'archives, mais que c'est en très mauvais état. Donc voilà, tout dépend de comment ça a été versé. Et voilà, ça, je n'avais pas, malheureusement. Une dernière question ? Non, j'ai l'impression que tout le monde a faim. Alors, bon appétit. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche lors de l'édition 2026 du festival L'Histoire à venir, organisé par l'Université Toulouse Jean Jaurès, le Théâtre Garonne, la librairie Ombre Blanche et les éditions Anacarsis. Vous pouvez retrouver cet enregistrement sur le site de l'Histoire à venir et sur notre plateforme Mixcloud Radio Toulouse.